Bonjour à tous, bienvenue dans le dernier épisode de l'année de Dakupadak. Et comme vous pouvez le constater, nous sommes très bien habillés avec Mathieu. Salut Mathieu, comment tu vas? Très bien, et toi, Johan? Eh bah, très, très bien. Ça y est, on est, aux périodes de Noël. Bienvenue à tous dans ce dernier épisode où on décrypte l'actualité de Google Ads, de l'IA et de tout ce que Google peut nous pondre. On a pas mal de news qui sont sorties là sur le mois de fin novembre, début décembre, et donc avec Mathieu, on va décrypter tout ça. Heu, je vous refais une petite présentation rapide de qui on est. Je suis le fondateur de l'agence DAC, donc une agence qui a été fondée en 2011, où on est spécialisé sur la génération de trafic sur tout l'écosystème de Google avec une vision 100 performance. Voilà, Mathieu, je te laisse te présenter. Merci, Johan, et très heureux d'être avec toi aujourd'hui pour marquer un peu cette fin d'année. On a fait un petit effort vestimentaire. Ça fait toujours plaisir de marquer un peu les différentes périodes de l'année. On arrive sur la fin d'année. On a tous envie, comment dire, d'arriver aux fêtes. Mais avant ça, c'est important de se tenir à jour. Et pour ça, donc, avec Johan, on va vous présenter quelques actus. Et me concernant, avec Johan, Johan a cette partie expertise sur la partie Google Ads, moi plus sur la partie stratégie, avec la partie vision globale sur comment, en tout cas, ces évolutions sur la partie principalement Google Ads ou IA peuvent avoir un impact sur votre stratégie digitale globale et qu'est-ce que vous devez anticiper. Donc l'idée de venir confronter justement le discours expert de Johan sur ce sujet avec le mien et de vous donner les clés sur comment voilà onboarder ces nouvelles actions, ces nouvelles pratiques et préparer 2026. Là, je pense qu'il est temps de le préparer. Ah complètement, oui. Complètement, complètement. Il faut y aller. On a passé le gros Black Friday, Cyber Monday. On est encore dans le gros rush des achats de Noël. Il y a encore beaucoup de choses à faire, mais 2026 arrive à grands pas et 2026 commence toujours par les soldes. Et donc, du coup, on est déjà en train de préparer tout ça, parce que c'est vrai que tout s'enchaîne, hein, Black Friday, Cyber Monday, vente privée, soldes. Ah, ça va Donc vite. ouais, ça va très vite. Bah, parfait. Eh ben, allons-y, c'est Parfait, eh parti. bien, on démarre. Mon cher Yohan, oula, petit zoom, c'est pas grave. Tac. On va démarrer sur cette... Ah non, j'allais démarrer trop vite, mon cher Yohan. Je pense qu'il est important, avant qu'on démarre, comme tu l'as dit, on est sur une fin d'année, c'était le rush, et on a eu le Black Friday. Et ce serait assez intéressant que tu nous parles un peu du Black Friday. C'est quand même le pic en général en termes de demandes durant l'année, et c'est un moment dans le Q4 où il y a beaucoup d'annonceurs justement qui sont en attente de résultats et de chiffres. Est-ce que le Black Friday a été prometteur sur cette fin d'année? Est-ce qu'on a trouvé les résultats? Est-ce qu'on a observé des comportements différents de la part des visiteurs? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Ouais, alors c'était assez intéressant cette année. Ça a été un petit peu comme l'année dernière sur les phases, d'achat, en Ouais, plus fort, mais le global du Black Friday, je pense, est un petit peu en dessous de l'année dernière. Par contre, il y a des comportements qui ont eu lieu et qui ont été intensifiés par rapport à l'année dernière. C'est ce qu'on appelle a priori maintenant le Fake Friday. Le Fake Friday, c'est le week-end avant le week-end du Black Friday, donc qui tombe à peu près aux alentours du 20 novembre, qui est un énorme temps fort, commercial, et on l'a vu cette année, c'était assez énorme. Il y a eu beaucoup, beaucoup de ventes. Et la semaine après le Black Friday, donc à partir du dimanche, le vendredi étant le Black Friday, à partir du dimanche, on voit que ça explose. Et nous, les plus grosses journées qu'on fait au niveau de l'agence, au global, si on regarde le global du spend de l'agence et du chiffre d'affaires, c'est dimanche, lundi, mardi, en fait, et ça croît. Peut-être parce qu'il y a aussi l'effet fin de mois, les payes qui arrivent, mais le Black Friday en tant que tel, le vendredi noir, pour le coup, il se passe pas grand-chose. Pourquoi il se passe pas grand-chose? Alors, c'est peut-être aussi parce que c'est la typologie d'annonceurs qu'on a, hein. On a des annonceurs qui sont full performance, qui mesurent le ROI, au centime près et au jour le jour. Le jour du Black Friday, en fait, les très, très gros annonceurs français et mondiaux d'ailleurs, hein, il y a Amazon, les Cdiscount, bombardent en fait. Ils bombardent comme des fous sur les enchères, et donc les rentabilités, le jour du Black Friday, sont assez basses. Et par conséquent, du coup, nous, on se met un peu plus en retrait sur cette journée-là qui est complètement folle en termes de prix au clic, et on accélère avant et après. Et on l'a vu cette année, c'est encore plus fort. On fait des excellentes journées. Le dimanche, il est incroyable, le dimanche de fin novembre, et la semaine d'après, et encore maintenant, hein, c'est encore très fort. Jusqu'au 22, là, ça va être encore 20-22. Ça va être très, ouais, très on est fort. dans les derniers jours, Ouais, dernières lignes droites là. exactement. Donc c'était, c'est ce phénomène de fake Friday avant et de boost après est encore plus fort cette année. Mais si je dois prendre au global sur l'ensemble de novembre, je pense qu'on est un tout petit peu en dessous de 2024, probablement à cause du contexte économique aussi. Mais voilà, la stratégie qu'on a mis en place a vraiment bien fonctionné là, du fait de bien booster avant et bien booster après. C'est marrant quand même comme effet. Je me demande si c'est pas également une résultante
étant donné que c'est le Black Friday aux États-Unis est très lié à Thanksgiving et nous, on n'a pas ce lien au final, comment dire, avec une fête là-bas, ou comme en tout cas comme là-bas. Je pense que du coup, en effet, comme tu le dis, c'est plus disséminé, c'est plus dans la longueur, là où chez eux, c'est sans doute comment dire, un très très ponctuel. Et ça nécessite en tout cas de s'adapter, comme tu l'as dit, comment dire, aux besoins et donc d'être présent dans la durée. Mais je suis étonné en tout cas d'apprendre que pile poil ce jour-là n'est pas forcément le jour le plus important. Non, clairement pas et ça pour le coup, c'était le cas aussi l'année dernière et là, c'est vraiment le cas cette année. Alors pourquoi aussi? C'est on observe ça, c'est qu'en fait, tout comme la promotion ne veut plus rien dire, le Black Friday ne veut plus rien dire. Pourquoi? Parce qu'avant, on faisait le Black Friday le vendredi. Là, on est sur un Black Month en fait, hein, à partir de fin octobre, on commence à avoir des Mmh. offres Black Friday. J'encourage les gens qui regardent la vidéo à aller sur Google Trends et taper Black Friday. Vous verrez qu'à partir de début mi-octobre, on commence à avoir le trend de requêtes Black Friday qui commence à monter en fait. Et donc en fait, le Black Friday commence, on va dire quasiment, mi-octobre et à partir de début novembre, ça bombarde et quand Amazon sort ses premières offres de Black Friday, Ouais, là tout le monde s'enflamme et souvent ils le sortent aux alentours du Fake Friday du coup. Voilà, très intéressant. Écoute, merci pour ce débrief et ça permet de donner le ton, de savoir à quoi s'attendre d'ailleurs aussi l'année prochaine. pour l'année prochaine, pour 2026, et de bien préparer justement ces stratégies en amont et en aval du coup. Et je te propose du coup de démarrer cette fois sur la partie actu, sur qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière fois qu'on s'est parlé. Donc c'était, je crois qu'on s'est parlé mi-novembre. On avait fait ça mi-novembre et là on est mi-décembre. Ça fait pile pour un mois. Bah écoute, je te propose de démarrer. C'est parti, allons-y. Ok. Hop là. Tac. Ok. Premier point, il y a une étude qui est sortie qui est très intéressante et vous l'avez compris, de toute façon, on sera amené à parler d'IA et de fenêtres conversationnelles dans les mois et dans les années à venir. Et il y a une étude qui est sortie, qui est très intéressante et qui montre que, comme c'était le cas auparavant, Google avait fait la même étude à une certaine période où on avait une évolution de la requête au sein du moteur de recherche qui faisait qu'on passait de quelques mots à des questions. Là, on a une réelle augmentation du volume de mots dans une requête, où on est passé, on le voit, de 4,2 mots en moyenne à 23 mots sur les fenêtres conversationnelles des moteurs IA. Donc, on a un énorme changement en termes d'usage, en termes de paradigme, et surtout, ça montre l'évolution qui va être nécessaire en termes de ciblage sur l'ancien fonctionnement de Google qui était sur des requêtes avec ce format, et tu vas nous en parler, Johan, de requêtes larges, de requêtes exactes et de requêtes, j'ai oublié le troisième, Phrase, rappelle-le-moi, de expression, phrase, phrase. merci. Là, on rentre dans une autre dimension, parce qu'évidemment, ne serait-ce que 23 mots, si on réfléchit au nombre de possibilités possibles sur 23 mots, c'est exponentiel. Et donc, ça ouvre tout un nouveau pan, justement, de captation de requêtes, et ça ouvre également des questions sur la manière dont ça va fonctionner. Et je pense que là-dessus, Johan, on a déjà quelques indices. Ouais, ouais, bah, on va, de plus en plus, utiliser les ciblages, automatisés et le ciblage large de mots-clés, donc le ciblage broad, qui est de plus en plus, performant, sur Google et là, il y a plus photo. C'est vraiment un je pense qu'on a quasiment nous passé, la majorité de nos on a encore des mots-clés en exact, mais on utilise le broad partout parce que c'est très puissant. Et aussi, bah, le DSA, hein, le DSA, les IMAX, les PMAX, donc tout ce qui va permettre de laisser les algorithmes aller choisir les mots-clés sur lesquels on apparaît et nous, après, avoir le contrôle en excluant les mots-clés qui sont pas intéressants. Je pense qu'on a aussi cette explosion du nombre de mots, grâce à la voix, en fait, parce que, alors je sais pas si c'est ton cas, mais moi, quand je parle à ChatGPT, je ne lui parle que en lui je n'écris pas, en fait, je parle. Je lui pose mes questions et effectivement, des fois, je peux faire des questions qui font Ouais, c'est 3 c'est kilomètres de long. ouais, exactement, c'est des pavés, quoi. J'ai le même usage, écoute, peut-être un peu différent, parce que je crois que quand tu lui parles, je crois que tu es obligé d'attendre la fin de sa réponse, tu sais, quand il te répond. Alors je parle pas, je dicte, je dicte, Là, je moi, dicte. je suis en mode transcript, Ouais, tu vois, au c'est ça. niveau du clavier, pareil. En effet, pareil, je lui parle directement, t'as raison. Mais oui, non, mais le oui, parce qu'effectivement, tu peux lui parler et avoir une conversation avec un bot IA. Bon, Mmh. j'aime pas, moi, je trouve que c'est pas Non, c'est encore très bien long, très long. c'est très long, c'est mal fait, les réponses sont pas bonnes, enfin, sont moins complètes. Par contre, je dicte et là, les réponses qu'il me fait sont toujours plutôt enfin, sont beaucoup plus cohérentes et beaucoup plus, longues que quand c'est à l'oral. Donc et ça va poser pas mal de questions et ça on n'a pas encore connaissance, hein, évidemment, parce que le but est de mettre ça dans l'optique de, la partie, ads et on n'a pas encore connaissance de comment ça va fonctionner, même si Google a donné quelques indices sur, comme tu l'as dit, IMAX, PMAX et le format large. Mais ça montre, justement vraiment le changement structurel qui est en cours. Parce que j'ai souvenir, et c'était il y a pas si longtemps que ça, Johan, qu'on avait cette discussion justement sur la partie large où Google faisait n'importe quoi.
Mmh. et où, voilà, on avait cette vision sur surtout le large, «N'en faites pas, c'est compliqué, les synonymes, c'est pas bon, les orthographes sont pas bonnes, les misspelling», enfin, c'était vraiment j'ai vraiment souvenir de ces discussions qu'on avait et Ouais. maintenant ça va devenir la solution. Ouais, puis c'est très bien en plus. Bah, ils ont vraiment amélioré, hein. C'est-à-dire que quand tu fais du large, tu apparais sur des mots-clés qui sont tout à fait cohérents avec ce que tu veux, quoi. Heu, Moi, je me rappelle ma première expérience de large, c'est une anecdote marrante. Je travaillais pour un annonceur qui faisait des prestations sur circuit. Donc tu vas louer ta Porsche ou ta McLaren et tu fais un tour de circuit et ils voulaient du gros trafic pour le week-end, donc on avait acheté Ouais. circuit en large, quoi Mmh. et on était apparu sur jambon cuit parce qu'il y a cuit dans les 2. Mmh. Et Ouais, j'avais fait: bah, «Putain, c'est c'est vraiment pourri le large». Voilà, donc mais maintenant ça peut plus arriver parce que les algorithmes sont beaucoup plus puissants et ils voient très bien la thématique de vente du client et de l'annonceur et donc ils ne font plus apparaître sur des mots-clés aussi éloignés, quoi. du coup, je pose la question, tu vois? Est-ce que quel est le futur du ciblage exact au sein justement de cette, comment dire? De ces ciblages qui sont, algorithmiques? Quel est le futur pour toi du ciblage exact? Est-ce il va perdurer ou est-ce que, bah, du coup, en fait, il est voué à disparaître? Il y a plusieurs débats, au sein de la communauté, on peut même poser la question plus loin: quel est l'avenir du mot-clé, en fait, même? Au sens, tu vois? Est-ce qu'à un moment donné, ils vont pas dire: «Bon, les mots-clés, c'est fini»? Les mots-clés, c'est fini et c'est que du DSA et pourquoi pas, en fait, parce que si ton site, il est bien fait, tu peux très bien cibler. Mais oui, oui, la 1 question, quel est l'avenir du mot-clé exact? Probablement qu'au fur et à mesure du temps, il risque de disparaître et être absorbé par le broad, c'est ce qu'on voit de plus en plus. Mais on peut même pousser la question plus loin, c'est quel est l'avenir du mot-clé tout court, en fait? Est-ce qu'à un moment donné, ils vont pas carrément supprimer les mots-clés? Ça ramène à des discussions qu'on avait eues sur, je me souviens de cette histoire d'un projet qui avait été montré par Google où il y avait des associations sur des champs sémantiques où tu disais: «Moi, j'ai envie d'être associé au voyage et Ouais. à l'ensemble de champs sémantiques du voyage» et donc, bah, si, tu voulais en parler de manière neutre, ça il y avait une enchère et si tu voulais en parler de manière très positive, l'enchère était un peu plus élevée et c'était ce genre de questionnement qui était présent. C'était vraiment sur le un champ sémantique en effet plus que et d'ailleurs, il y a des chances que le champ sémantique, on le laisse, comment dire? On laisse, Google le définir. Toi, tu dois dire thématique voyage, peut-être, tu vois? Avion, j'en sais rien et après c'est lui qui fait le boulot. Ça Oui, souvent ou en de effet ou tes c'est produits ou ce que tu ouais. vends en fait, comme un flux, voilà. Je vends des voyages à l'île Maurice, à Punta Cana et à New York. OK, bon, bah, si le mec il tape Jakarta, je te fais pas apparaître. S'il tape, tes destinations que tu as mises dans ton flux produit de destination, je te fais apparaître. OK. Écoute, en tout cas, ça pose pas mal de questions auxquelles on n'a pas encore toutes les réponses, mais Non. on a très envie d'en savoir plus. Ah oui, 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 ça on va pas s'ennuyer. Allez, on passe à la prochaine news. On a, vous le savez, Google qui travaille de plus en plus sur, la partie sociale, et qui s'est fait d'ailleurs depuis le lancement de la partie des shorts qui fonctionne et qui, calqué évidemment sur les modèles de Meta et TikTok, fonctionne très, très bien en termes de volume et de visibilité. Il y avait un défaut qui était présent auparavant sur les short ads, donc le format ads des shorts, c'est il n'avait pas les mêmes features qu'un format short organique et on pouvait pas interagir avec, on pouvait pas liker, on pouvait pas commenter. Et donc, ça lui donnait une certaine froideur et ça faisait perdre en authenticité au format. Google a enfin changé justement cette problématique et maintenant ça se comporte vraiment comme un short organique publié par un influenceur, publié par une chaîne, etc. Et donc ça va permettre d'engager un peu plus. C'est un sujet qui me semble, Johan, assez positif dans le sens où on a quelques infopreneurs également dans le comment dire dans l'agence, et ça c'est des formats typiquement qui vont être relativement intéressants pour eux. Ouais, ouais, complètement, complètement. Bah, là, on voit encore, l'objectif de Google, hein, depuis, 2-3 ans, là, c'est de taper sur Meta et TikTok et enfin, surtout d'arrêter l'hémorragie, de trafic qui part chez eux. Et donc ils essaient de se raccrocher aux branches, en sortant tout un tas de dispositifs publicitaires qui vont, donc d'interruption pour essayer d'aller contrer les TikTok et les Meta et pour le coup, voilà, ils commencent à tirer leur épingle du jeu avec ce genre de dispositifs qui sont très intéressants. Donc ouais, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Google en ce moment est en train de rattraper son retard un peu partout là, à la fois sur l'IA, versus OpenAI et à la fois sur, la publicité sociale, versus Meta et TikTok. Donc c'est plutôt une bonne chose, c'est plutôt une bonne chose et puis effectivement pour les infopreneurs qui cartonnent sur Meta, on le voit, hein, souvent quand même les infopreneurs dépensent un tout petit peu plus sur Meta que sur, YouTube et ça, YouTube et Google, je pense qu'ils l'ont bien remarqué et ce genre d'outils, ça va leur permettre de ramener encore un peu plus de budget chez eux. YouTube restant quand même un des fers de lance et la question est toujours ouverte sur est-ce que YouTube est
Un réseau social. En tout cas, Google essaye de faire en sorte qu'il y ait le plus d'interaction possible et de le monétiser justement de la manière la plus pertinente possible. Et ça va en effet dans le bon sens de l'histoire. Et nous, on est très contents justement de voir arriver ce genre de Mmh. feature qui donne plus de valeur encore à des ads qu'on poussait jusqu'à maintenant. Là, le fait que voilà, il y ait cette partie interaction, commentaire, évidemment, ça leur donne beaucoup plus de valeur. On Ouais. apprécie beaucoup ça et ça donne beaucoup plus de poids, comme tu le dis, par rapport à des méta, par rapport à des TikTok, où on se bat contre ces formats. Donc moi, je trouve ça vraiment très intéressant. Ouais, très clair. Et tu as raison de souligner que YouTube n'est pas un réseau social. On sait pas trop, tu vois. C'est une Ouais. question ouverte. Ça pourrait se débattre. Tu vois. Je pense que si tes Googleurs nous écoutent, et je sais que certains nous écoutent, je pense qu'ils ont leur idée sur le sujet. Et bah, ils vont la donner en commentaire, nos amis Peut-être, ce serait googleurs. très intéressant en effet. Allez go, on passe à la news suivante, une news intéressante. Le Data Manager API. Euh, on le sait, la suite de l'histoire, elle n'est pas dans la data qui provient des cookies tiers, elle est dans la data first party. C'est un des gros sujets qui a démarré maintenant depuis pas très longtemps, parce que tout le monde n'en a pas encore conscience, mais ça va être un des gros sujets de 2026. Le Data Manager, c'est l'outil de Google qui permet d'importer, de connecter vos pipes ou d'importer de la donnée pour ensuite venir la diffuser au sein des différents services Google et donc de pouvoir activer des audiences évidemment de manière pertinente sur tel ou tel sujet, sur tel ou tel besoin sur telle ou telle période ou par rapport à des lookalikes, etc. Là, Google a créé du coup une API et maintenant on va pouvoir se connecter directement au travers de l'API, ce qui n'était donc pas possible avant, et pouvoir envoyer un maximum de données à Google. Et c'est cette donnée qui va pouvoir donner plus de profondeur et donc de qualité à comment dire, aux campagnes que vous allez pouvoir mener derrière. Donc on est très content que cette feature arrive. Et toi, Johan, je pense que c'est également dans les contacts clients que tu dois avoir actuellement, l'import de données, notamment la partie customer match qui maintenant est assez ancienne, c'est des choses qui deviennent primordiales pour pouvoir essayer de dépasser la concurrence. Ouais, complètement, complètement et Google le met de plus en plus en avant. C'est cette notion de effectivement d'import de listes de soit de mails ou de contacts, soit pour aller récupérer les acheteurs, soit ceux les abandonnistes paniers ou ceux qui ont visité plusieurs pages sur le site ou qui se sont abonnés à quelque chose. Ça devient primordial pour les audiences, mais aussi pour, créer, justement sur la partie demande gen, ce qu'on appelle des lookalikes en fait, hein, donc les possibilités de ciblage sur demande gen grâce à la donnée first party, permet d'aller chercher des performances beaucoup plus intéressantes que juste avec, les in-market ou les, ou les comment dirais-je? Les audiences de Google. Donc ouais, Ouais, non, ce qu'il faut c'est super ça. Et en plus, ça va permettre aussi de se faciliter l'import customer match qui n'est pas toujours évident en fait pour les annonceurs. pas oublier que la data, avec le temps, malgré le fait que Google ait conservé les cookies tiers, la data a tendance à se raréfier. On a de moins en moins de données et donc Google, comme tu parlais d'hémorragie, je vais reprendre le terme aussi pour ce point-là, essaie de bloquer également l'hémorragie parce qu'il a besoin de données pour que ses algos soient plus pertinents. Donc plus il va avoir de données, mieux ça va fonctionner. Et en plus, si c'est de la donnée CRM, la donnée marketing automation, toutes les typologies de données que vous pouvez avoir qui peuvent donner de la qualité et qui peuvent donner de la pertinence sur les actions menées justement au travers des campagnes, comme on le fait à DAC, et ben ça va permettre d'aller tirer un ROAS qui va être en augmentation ou un CPA qui va être en baisse, mais c'est ce qui va faire toute la différence. Et donc, c'est à mon avis, c'est un des gros sujets de 2026 avec la partie server-side sur la partie tracking qui vient augmenter également la volumétrie et la qualité de data qui va être récoltée. Mais c'est des sujets qui sont un peu sous le moteur et qu'on voit pas beaucoup, mais qui sont hyper importants pour la suite et qu'il faut préparer dès maintenant. Exactement. Oui, oui, c'est ça va être le nerf de la guerre, hein. C'est, d'avoir de la bonne data pour cibler au bon moment, pour dompter les algorithmes, il faut leur donner à manger, quoi. Là, il y a pas photo et ce genre d'outil permettra de le faire plus simplement. Donc on est DAC. On est clairement d'accord. On est clairement DAC. Moi j'aime bien quand on est DAC. Parfait. On bascule. Je pense que si vous ne vivez pas dans une grotte, vous avez forcément entendu parler de Nano Banana. Déjà parce que c'est un nom qu'on retient. Et ça, c'est le coup de génie de la part de Google d'avoir donné un nom qui n'a aucun sens, mais qui permet de le retenir. Et parce que, comme tu le disais, Johan, Google, ils sont un peu au sommet chez Google en ce moment, avec Nano Banana qui est sorti, le Pro, avec Gemini 3 qui est arrivé, avec le dernier trimestre qu'ils ont fait à 100 milliards, ce qui est leur record. Google, ils sont au-dessus de tout le monde. Ils ont des chiffres qui sont astronomiques. Ils ont doublé tout le monde sur la partie IA. En tout cas, pour l'instant, ils sont devant tout le monde, donc ils ont clairement rattrapé leur retard. Et on a ce modèle d'image qui fonctionne
on va le dire, extrêmement bien et on est heureux de voir que maintenant, on n'a plus de problème d'écriture, on n'a plus de problème de mots qui n'ont aucun sens, etc. Et on a ce modèle qui désormais est disponible directement dans la partie Asset Studio de Google Ads. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ah ça c'est excellent. C'est, la puissance de Nano Banana est vraiment incroyable. Ils ont vraiment rattrapé leur retard, quoi. Ils étaient, je rappelle quand même qu'il y a 1 an ou 2, tout le monde disait: «Google, ils sont morts, c'est terminé, voilà, c'est fini». Bah, là, ils sont en train de détruire tout le monde sur la partie IA et c'est vraiment impressionnant et donc nous, en tant qu'agence, évidemment, c'est ça qu'ils l'intègrent directement dans Google Ads, ça va être incroyable parce que ça va nous permettre de faire des créas directement dans l'interface, de créer, voilà, on le voit à l'écran des images, il suffit juste de, voilà, de prompter bien l'outil et on pourra avoir des images d'une qualité, incroyable, même qu'un designer ne pourra pas faire, sans passer, des jours et des jours. Donc ouais et encore une fois, c'est que le début. La vitesse d'amélioration de l'IA, on le voit, est exponentielle. Donc il y a la partie vidéo aussi qu'on peut créer qui est incroyable, Avec VO, ouais. Avec avec VO3, pardon, VO, mais en effet, VO3, ouais. tu as raison, avec VO3. VO3 les C'est, vidéos, Neo Banana les images, enfin voilà, puis les images, c'est des images de film, quoi, donc c'est vraiment, tu tu mets une bannière là, tu peux mettre une tu prends, tu fous ça dans une bannière, enfin, c'est ça qui est incroyable. La chance qu'on a, Johan, je pense, c'est que actuellement, c'est Google qui mène la danse et du coup, tous ces outils sont intégrés dans les suites d'outils, de services, etc. Donc l'activation devient mais hyper simple, hyper ouais. rapide en termes de vélocité et il faut le dire aussi, c'est quelque chose qui du coup bascule désormais en termes de hop, je ferme ça. En termes de périmètre qui bascule quasiment côté agence de pilotage de campagne, ce qui n'était pas le cas auparavant. Exactement et donc du coup, nous, on augmente un peu notre scope et notre spectre, en intégrant des métiers qu'on pouvait pas forcément faire avant, mais qui là, du coup, deviennent très faciles à faire, en fait, hein. Faire des images, là, on n'a plus besoin d'avoir fait un master en web design. Bah, c'est ça, et puis il y a plus de dépendance client, il y a plus de dépendance agence de graphisme ou de design, et cetera. Donc évidemment, enfin, il faut en avoir conscience, c'est un mal pour eux, parce que du coup, c'est des métiers qui sont en train d'être remplacés, clairement. Mais de l'autre côté, c'est vrai que ça donne plus de vélocité, de réactivité, et plus de poids aussi à l'agence de pilotage qui Ouais. centralise un peu plus finalement les différentes actions nécessaires pour mener des campagnes de qualité et qui est du coup plus à même d'être responsable également de la performance en elle-même, parce qu'elle est maintenant en charge justement de cette partie-là. Et ça enlève les freins qu'ont souvent les annonceurs quand on leur dit: Bon, on aimerait bien faire du demand gen». «Ah ouais, mais on n'a pas de créa». Voilà. Google Très a souvent. combien de fois Google ils nous disent: «Bon, sur ce client-là, ce serait cool de faire du demand gen». «Ouais, mais ils ont pas de créa, c'est compliqué, machin». Voilà. En fait, là, ils entendent ça tout le temps, Google. Ils se sont dit: «Il faut qu'on cette douleur, faut qu'on l'enlève» et boum, bah, voilà, on leur donne des créas gratuites en permanence, et en illimité et donc là, on peut Et maintenant j'enfonce le clou sur ce que tu disais, je vais peut-être faire un peu boomer en disant ça, mais je pense que comme moi, maintenant, tu tombes régulièrement sur des stories qui sont faites à l'IA ou pas, justement, et c'est bien ça le sujet, c'est que il devient vraiment difficile de faire la différence entre ah moi, j'arrive plus, hein. le réel et Ah non, l'IA. non, Maintenant, on voit jusqu'au moment où il se passe un truc incroyable dans la story, tu te dis ok c'est vrai, et c'est quand tu vois le truc incroyable, tu fais ah non en fait c'était l'IA, c'est une IA, mais t'en ouais, arrives ouais, à un point en fait tu sais plus, et donc ouais. du coup on arrive vraiment dans cette on a passé ce qu'on appelait la vallée de l'étrange, là, l'Uncanny Valley, où en fait on sait plus, ça y est on est Non, perdu bah, et ouais, non, ouais, ouais. Ouais, ça après, il y a devient c'est plus possible. tous les effets négatifs de tout ça, il y en a beaucoup, mais oui, moi, j'avoue que Mais là, il y je a un point positif, j'utilise c'est la qualité de ce qui est généré. ah bah, c'est incroyable. C'est 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 des films. C'est des films, c'est incroyable, on est d'accord. Donc à intégrer dans votre stack, parce que c'est déjà présent dans votre stack en fait, donc à activer, car c'est déjà dans votre stack désormais au travers de Google Ads. Et donc évidemment, on est DAC à fond quoi. On est oui, voilà, on ne peut que être dac. Moins pour les graphistes, mais pour nous, on est dac. Autre sujet, et on va parler un peu de Google Analytics, ce que l'on fait rarement, mais on va quand même en parler pour faire plaisir aussi à certains de nos amis. Et donc, Google permet désormais au travers de Google Analytics, et ça c'est une très bonne nouvelle parce que c'est quelque chose qui manquait énormément, ça permet de créer nativement des audiences sur des caractéristiques spécifiques de vos clients ou de vos prospects.
Et en l'occurrence, sur la partie churn, maintenant on a des audiences qui se créent automatiquement sur des personnes qui sont enclins à vous quitter ou qui semblent en tout cas ne plus être intéressés par vos produits pour essayer de les rattraper. De la même manière, on va pouvoir avoir des audiences qui sont créées automatiquement sur les personnes qui vont acheter dans les 7 jours. On va avoir également des personnes qui ont acheté pour la première fois dans les 7 premiers jours. Et donc ça, c'est des choses auparavant, il faut avoir conscience qui étaient possibles, mais soit il fallait une configuration dans Google Analytics, soit il fallait passer par un CRM ou un outil de marketing automation, etc. Et donc c'était plutôt externalisé, c'était plutôt dédié à des outils qui étaient des outils tiers. Là où maintenant Google, encore une fois, prend un peu plus de place et va intégrer ses audiences et permettre, encore une fois, plus de vélocité, plus de réactivité, avec plus de simplicité, parce que c'est dans votre stack. On est 70-75% à avoir Google Analytics sur Internet. Et donc ça va permettre directement de faire redescendre ses audiences dans les campagnes. Qu'est-ce qu'on en pense, Johan? Je pense qu'on est plutôt heureux de ça. On est très heureux, ouais, on est très heureux. C'est aussi, Google qui écoute, hein, les agences et les annonceurs. C'était aussi une douleur qu'il y a tout le temps, on aimerait bien mettre du customer match, on les met à la main. On aimerait bien surtout, qu'en fait, ce soit dynamique et que les audiences se remplissent, toutes seules en fonction de ce qui se passe sur le site et en fonction de ce qui se passe dans le CRM et souvent, il y a des barrières techniques, en fonction de ça. Alors il y a des CRM, je pense à HubSpot, je pense à, Airos, qui se plug assez facilement entre Google Ads, et l'outil. Mais il y a des CRM où c'est beaucoup plus compliqué et du coup, des fois, il y a des barrières techniques qui fait qu'on a du mal à aller chercher les audiences et donc, donc à utiliser, les customer match, donc à utiliser et à nourrir les campagnes et donc les algorithmes et donc à augmenter la performance et donc les budgets des annonceurs et donc du coup, Google sort ça pour, venir encore enlever cette douleur qui est ce frein. Ils enlèvent tous les petits cailloux qu'il y a dans les rouages du moteur, en fait, à chaque fois pour que ça roule et que ce soit voilà, il y ait plus que ce soit fluide, quoi et ça, pour le coup, ça permettra une fluidité. Il suffira juste de plugger les 2 outils entre eux. Ah, on adore ça, on Donc ça, adore. c'est top. Mmh. Ouais, c'est top. Magnifique, on continue. On continue. On en avait parlé également, je crois que c'était il y a 2 mois. Et le sujet est plus chaud que jamais. La partie shopping donc devient un vrai enjeu. On le savait, mais ça devient maintenant concret. OpenAI sur ChatGPT avait sorti la fonctionnalité avec ces fameux comparatifs. Je me souviens de la vidéo montrait des machines à café qui étaient comparées, etc. Maintenant, Perplexity s'y est mis. Entre-temps, OpenAI a fait un partenariat avec Stripes, Perplexity a fait un partenariat avec PayPal, et maintenant, là où d'habitude on avait une intention d'achat au travers de notre requête, maintenant, on lui dit carrément, voilà, je veux un fauteuil comme ça, j'aimerais avoir le meilleur appareil photo pour faire ce genre de prise de vue, et on est accompagné directement par le service dans la fenêtre conversationnelle qui va nous poser des questions, aiguiller notre choix et nous balancer à la fin, parce que c'est vraiment ça, nous balancer à la fin une liste d'éventuels produits qui conviennent par rapport à notre besoin avec un petit classement, le premier, le deuxième, le troisième, etc. Ça, ça change tout, Johan. Ça change tout sur la manière dont on fait du shopping jusqu'à présent. Bah, oui, parce que là, on ouais, les LLM pourront devenir des centres commerciaux. C'est-à-dire qu'on pourrait, de plus, quitter les LLM pour acheter et effectivement, ça change beaucoup de choses. Quid d'avoir un site internet bientôt? En fait, c'est presque on pourrait se dire, on va balancer des flux un peu partout et en fait, il y a plus besoin d'avoir de site internet puisqu'on achètera directement, dans les IA. Donc c'est une discussion que j'avais, il y a pas très longtemps avec, quelqu'un chez Google, et un autre consultant. C'était de se dire: «Est-ce que bientôt on aura encore besoin d'avoir un site internet, en fait?» est-ce que, juste, un agrégateur de flux, un flux produit et tout balancé dans les IA sur Amazon avec une boutique et tout se fera en automatique. On verra, mais c'est vrai que là, on voit bien sur cette vidéo, hein, on fait la requête, on a, les comparateurs, on affine la requête et ensuite on a les produits et boum, on peut acheter directement voilà et ça, c'est incroyable, on peut acheter directement dans l'IA. Donc il devient encore plus important d'optimiser ces flux, d'avoir, toutes ces catégories, sous-catégories qui sont bien remplies, les matières, les couleurs, les frais de port, les prix, enfin vraiment les promotions, que tout soit vraiment propre pour pouvoir être, hem, diffusé partout, en fait. Ça va de pair, c'est là je t'entends parler, mais ça va de pair finalement avec cette rigueur que Google demande désormais dans la partie flux shopping, où Google a fait part, enfin Google a été un peu laxiste sur certains sujets, il était tolérant, pas laxiste, il était tolérant jusqu'à maintenant, mais depuis peu, Google est clairement sur une demande de pertinence et de précision 100% sur la partie flux shopping désormais, au risque de se faire blacklister sinon. Ah oui, oui, complètement. Ah ouais, là, ils sont de plus en plus, tatillons
sur, alors à la fois sur le flux, mais sur la concordance entre le flux et ce qu'il y a sur le site, en fait. C'est-à-dire qu'avant, bon, on pouvait envoyer dans le flux, je sais pas, ces livraisons en 5 jours. Si c'est marqué 3 jours sur le site, là, ils shootent, quoi, hein. Ils sont beaucoup plus sévères et on le voit, il y a des flux qui sont shootés des fois, pour vraiment des toutes petites, incohérences, quoi. Donc oui, il faut être de plus en plus, tu le son par contre, hein. Il faut être de plus en plus, Exactement. tatillon et précis sur ces flux, ouais. Et Et ne parce pas qu'à mon oublier avis, parce que il joue beaucoup gros, il d'annonceurs, prépare la suite finalement. ouais, ouais, ils préparent la suite. Beaucoup d'annonceurs oublient de remplir tout un tas de parce que dans les flux, il y a, les champs obligatoires, mais il y a plein de champs additionnels et secondaires qui ne sont pas obligatoires et en fait, de les remplir, ça permettra, justement d'être encore mieux ranké là-dedans, quoi. Puisqu'on le Bah, voit, pour écoute, reboucler avec la première slide, maintenant ouais. les internautes font plus des requêtes, ils cherchent plus chaises. Ils vont chercher, chaise, en rotin avec un dossier vert, et des pieds en bois. Donc il faut, que tout soit vraiment bien rempli partout, quoi. Et justement, je crois que c'est une des vidéos qui montre quelqu'un qui prend une photo, qui dit: «Je veux acheter une chaise comme ça» et du coup, voilà, le moteur le cherche et le permet de lui trouver et je rebondis sur ce que tu disais et il est vrai qu'il existe et aussi il existe une multitude de critères. Google les fait grandir ces dernières semaines et ces derniers mois également. Il y en a de plus en plus. Si vous suivez la newsletter, vous l'avez sans doute remarqué. C'est devenu tellement, je vais pas dire complexe, mais il y a eu tellement de changements que désormais Google a sorti un guide dédié à la bonne complétion du flux shopping parce que c'est devenu un vrai enjeu, premièrement, et c'est devenu un vrai défi d'être certain de compléter à 100%, en tout cas de pouvoir compléter un maximum de balises pour donner encore plus de data à Google. Google s'est senti obligé de sortir un guide pour cette raison. Mmh. Donc ça Il y a vient des alimenter outils en qui effet ce que sortent tu aussi, dis. hein. Pas mal Comment? d'outils sortent, il y a pas mal d'outils qui sortent aussi, qui se créent, justement pour, la complétion des flux, heu, parce que, alors on peut le faire avec des règles dans le de flux, dans les interfaces, mais, des fois il faut passer par des outils tiers, même des outils qui intègrent de l'IA pour, remplir plus finement, les les comment dirais-je? Les attributs. Parce que Les ça peut attributs, c'est bon. vite c'est des attributs produits. Ça peut vite être un travail, de titan parce que si on a 10 000 produits et vu qu'il y a une trentaine d'attributs, voilà, ça fait En 300 000 enfer, quoi. Donc c'est l'enfer. en enfer. En tout cas, il y a des enjeux. La concurrence commence à s'y mettre. C'est pas encore disponible chez nous. Mais évidemment, ça va arriver. De toute façon, nous, on est toujours un peu en retard en Europe et plus particulièrement en France. Après, l'avantage de ça, c'est qu'on voit les sujets arriver et donc on a le temps, et c'est le principe de s'y préparer pour pouvoir ajuster justement les flux et les outils. Et c'est ce qui va arriver. C'est très, très intéressant. Je rajoute encore une dernière petite précision avant de passer à la news suivante. Google reste ultra dominant sur les volumes de requêtes actuellement. Pour rappel, on l'avait vu il y a un mois et demi, même si les choses vont vite. Google, c'est 40 milliards de requêtes par jour, là où 14 milliards pardon de requêtes par jour, là où OpenAI avec ChatGPT c'est 70 millions. Donc il y a une augmentation, ça a dû augmenter depuis, mais Google a renversé la vapeur depuis d'ailleurs cette période-là avec Mmh. Gemini 3, avec ses moteurs nano, VO3, etc. Et du coup, d'ailleurs, je crois qu'il y a un code red. Il y a beaucoup qu'on en parlait. Il y a eu un code red qui a été ouvert côté OpenAI par rapport à ce que Google a fait. Ce qui était l'inverse à l'époque où ChatGPT d'ailleurs était sorti. C'était le code red de Google. Vous avez rappelé Larry et Sergey Brin. Mais là, du coup, il y a des chances que ça reste, pour l'instant, que ça reste sur Google. La demande va rester ici. Donc certes, la concurrence est présente, mais continuez à travailler la partie Google parce que la demande va rester ici. Ah ouais, complètement. Je pense que Google, ils ont vraiment là, ils ont plié, hein. Après, on verra si ça tient dans la durée. Mais Oui. voilà, là, sur cette fin 2025, ils ont plié le game. On est d'accord. On va voir si ça va Vu le billet qu'a perdurer. mis Warren Buffett dans Google, je suis plutôt optimiste. Soyons optimistes. J'ai des doutes sur le fait qu'OpenAI se laisse faire. Ils mettent du temps à répondre. C'est plutôt une bonne nouvelle. On va voir en effet si dans la durée ça, tu vois, ça persiste. J'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. Euh, Autre news sympathique qui va faire plaisir au pilotage sur les campagnes, c'est la valeur de conversion originale qui est désormais affichée dans les reportings. Et ça, plutôt que de vous faire un petit discours sur le sujet, je vais laisser l'expert en parler pour nous expliquer ce qu'est la valeur de conversion originale et pourquoi c'est important de l'avoir. Ouais, alors, du coup, avec le consent mode, l'enhanced conversion, on remonte une valeur de conversion incluant des prédictions algorithmiques et statistiques. C'est-à-dire que Google va dire: «OK, la cohorte a fait ça, donc on peut imaginer que, en reconstituant les données, vous avez une valeur de conversion de temps». Heu
du coup, Google rajoute de la transparence en rajoutant une colonne de valeur de conversion originale pour se dire: «OK, nous, on arrive à cette valeur de conversion grâce à nos méthodes de calcul, à l'IA, à nos algorithmes et à nos prédictions statistiques, mais on part de cette valeur originale pour arriver à la valeur consolidée, en fait». Et donc ça permet de voir de combien, en fait, le Consent Mode, l'Enhanced Conversion et tous les outils de modélisation mathématique vont aller inflater la conversion originale. Donc ça, c'est intéressant, ça permet d'avoir de la transparence. On le voit, hein, 2025, je crois que c'est l'année de la transparence. On peut dire ça. Google, 2025, C'est vrai, l'année de la transparence. c'est Ils vrai. ont tout ouvert. Pmax, ça, enfin voilà, ils vraiment iMax est là arrivé avec beaucoup plus de transparence que Pmax à son époque. Ouais, tu as raison. exactement, exactement. Donc là, Google, ils sont en mode transparent. Donc on va voir s'ils vont garder ce rythme-là, ce qui est très agréable pour nous en tant que consultants. Je pense qu'ils ont compris, hein. Qu'en fait, c'est pas parce qu'ils sont pas transparents qu'on sera moins performant et qu'on investira moins. Au contraire, je pense que, ils ont voulu faire un peu comme Meta, moi, je pense. Et ils ont vu qu'en fait, c'était pas les mêmes, peut-être pas les mêmes agences, peut-être pas les mêmes consultants, peut-être pas les mêmes profils et que du coup, ça fonctionnait pas de la même manière et là, ils sont en train de revenir en arrière. Alors quand on leur demande, ils disent que c'est pas ça, mais moi, c'est ce que je pense. Parce que là, on voit quand même, ils font quand même des rollbacks partout, hein, là, maintenant, ils rajoutent les partenaires de recherche dans PMax, bon, je m'égare un peu du sujet, mais voilà, l'idée, c'est que Google est de plus en plus transparent, et nous donne, de plus en plus de data et ça, c'est quand même intéressant. Peut-être qu'ils vont nous remettre la position moyenne dans quelques temps. Tu sais, c'est Noël, c'est un peu la période des Eh miracles. oui, en plus, il y en a qui nous écoutent de chez Google, hein. Vous pouvez nous remettre la position moyenne quand même, les gars. Écoute, à bon entendeur, j'espère qu'ils t'ont entendu, mais évidemment, on apprécie CEDAC. C'est en tout cas, on aime en effet cette volonté de plus de transparence qui se confirme dans la durée et on a envie que ça continue sur 2026 parce qu'évidemment plus on a d'infos de notre côté, plus on peut piloter finement, plus on peut aller chercher de la performance. Je l'ai pas précisé, je le dis rapidement. On a comment dire la valeur de conversion originale qui est également se fait donc en termes de remontée et se fait également en prédiction. Je l'ai mis également dans la slide, je l'ai pas dit, mais voilà, je Oui, voulais simplement le préciser. mais la prédictive, ouais. Ça, on avait déjà parlé dans une autre vidéo, je crois. On en avait également parlé. Je me permets une petite seconde. Messieurs, dames, j'ai le PC qui, voilà, n'avait plus de batterie et j'avais pas envie de vous perdre. Hop, parfait. On bascule sur ah bah, tu vois, on était sur la dernière news. Je pensais qu'il en restait une, mais non, on était Et ben sur la voilà. dernière. Écoute, on arrive à la fin. Parfait. Ça vient clôturer une belle petite année bien active sur le sujet. On a prévu avec Johan de revenir vers vous pour faire très bien. Je te suis sur Je le code pense qu'il faut remettre vestimentaire. le On a chapeau pour, prévu, conclure cette vidéo. voilà, pour faire en sorte d'être habillé de saison, de revenir vers vous évidemment en janvier avec un petit bilan, Johan, un petit bilan de l'année 2025 sur la partie Google Ads, donc sur La les transparence tendances qu'on a peut-être? vu émerger. Pardon? La transparence peut-être? La transparence. La transparence en fera sans doute partie, je te remercie de le préciser. Et également, Johan, on pourra partager les 3-4 points qui nous semblent essentiels de travailler en 2026. Donc on se fera une petite intro là-dessus lors du prochain DAC ou pas DAC. Je te laisse le mot de la fin. Eh ben, écoutez, merci. C'était, une très bonne année, de partage, un bon lancement de vidéo. On est content de faire ce format avec vous. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à nous mettre des commentaires, à nous dire, si ce que vous appréciez, ce que vous appréciez moins, ce qu'on peut améliorer, pour 2026. Parce que nous, ça nous permet aussi voilà, d'améliorer des choses. Je pense que l'année en 2026, on fera probablement venir des invités aussi, Oui. de chez Google, peut-être d'autres consultants, peut-être des clients, on verra. Donc, n'hésitez pas en commentaire à nous donner des pistes, à nous donner des idées sur ce que vous aimeriez voir sur la chaîne. En tout cas, merci pour ceux qui nous suivent régulièrement et qui nous mettent les petits likes, les petits commentaires et les petits partages, c'est toujours apprécié. Et puis, je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes de fin d'année. Voilà, c'était le Père Noël et Merci, Noémie. Johan. Je me permets juste un petit mot pour vous rappeler que cette vidéo et le support que vous voyez est extrait de la newsletter de l'agence DAC. Qui est accessible sur le site si vous voulez vous inscrire. Vous allez sur agence-dac.fr sur le menu newsletter et vous vous inscrivez. Vous recevrez le support qu'on utilise. Sachez qu'on ne peut pas parler de toutes les news, donc il y en a d'autres qui sont présentes dans le support. Donc on est plus exhaustif encore. C'est juste que il faut évidemment qu'on arrive à faire du tri pour ne pas durer trop longtemps sur les vidéos et que si vous regardez la vidéo, elle est disponible en podcast. Si vous écoutez le podcast, sachez que c'est disponible en vidéo et tout ça est disponible évidemment sur le site. Un grand merci à vous et de très belles fêtes de fin d'année.